Évadez-vous dans un cadre verdoyant et paisible d'une propriété abritant 4 hébergements indépendants de 75 mètres carrés, dotés chacun d'une piscine privée. Les Nuits de Lens. Les Nuits de Lens, votre oasis privée à Sainte-Anne, en Guadeloupe, pour une expérience de détente totale. Plage à 10 minutes, parking privé et Wi-Fi gratuit, ainsi qu'un espace commun, barbecue avec table. Les Nuits de Lens. Téléphone 06 90 32 72 37. 06 90 32 72 37. Mayotte, actualité. Pour l'édition du jour, nous parlerons du mouvement de grève à la mairie de Koungou, insécurité, formation et nous finirons en télémédecine. Mais tout d'abord, à la une de ce journal, justice avec ses 25 procédures contre des élus de Mayotte. Le procureur l'avait rappelé à plusieurs reprises en 2023. Il comptait s'attaquer à la délinquance à col blanc. Les gardes à vue d'élus se succèdent sans que beaucoup d'informations ne circulent. En effet, actuellement, il y aurait 25 dossiers d'enquête qui sont en cours et qui mettent en cause des élus de Mayotte pour des affaires de probité. La section de recherche de gendarmerie a 25 dossiers en cours et d'autres dossiers sont instruits par la police nationale. Il s'agirait de dossiers concernant essentiellement des faits de prise illégale d'intérêt ou de détournement de fonds publics. Plusieurs élus ont déjà été en garde à vue tels que Salim Mdéré ou Rachadi Saïdou. Et la semaine dernière, c'est Roukia Lahadji qui est allé à la section de recherche de gendarmerie pour répondre aux questions des enquêteurs sous le régime de la garde à vue. Roukia Lahadji qui n'a pas nié la garde à vue mais qui n'a fourni aucun détail. L'ancienne élue de la mairie de Chirongui a fait 2 mandats. Elle était également présidente de l'association Mlési Maoré, succédant à Tani Mohamed Swalihi. Elle pourrait donc être entendue pour des faits qui relèvent de ces 2 entités. Le procureur n'a pas non plus fourni des détails sur cette affaire, mais il confirme qu'une information judiciaire est ouverte et il assure qu'il communiquera lorsque les enquêtes seront closes. Social avec la grève des agents de la mairie de Koungou. Depuis mercredi après-midi, un mouvement de grève a débuté à la mairie de Koungou où plusieurs agents ont débrayé. Une situation qui couvait déjà depuis quelques temps au niveau de la police municipale. Une intersyndicale constituée de la CFTC, du SNUTER, de FA territorial dénonce les conditions de travail qu'elle qualifie d'inacceptables à la mairie de Koungou. Le départ du chef de la police municipale et de son soutien, à savoir le DGS, sont demandés. Selon Ahmada Zakwani, responsable syndical CFTC à la mairie de Koungou, le maire de la commune Assali Bamkolo Saïdou aurait expliqué que beaucoup d'agents à la mairie ne travaillent pas assez et que leur place n'était pas à la mairie et qu'ils avaient toute latitude pour partir. Des propos présumés qui ont évidemment envenimé la situation. Le maire aurait quitté Mayotte pour le congrès des maires, mais il aurait accepté de rencontrer les agents à son retour. Des banderoles avaient été accrochées sur le portail de la mairie mais rapidement décrochées. Les grévistes disent laisser entrer le personnel non gréviste mais pas le public. Insécurité avec la 4e nuit de terreur à Bandrabois. En effet, Bandrabois a encore connu une 4e nuit de violence intense avec environ 300 voyous rassemblés sur les crêtes du village pour se faire la guerre entre eux et par moments affronter les forces de l'ordre. La gendarmerie a dû déployer 50 agents sur le terrain des opérations avec une tactique différente cette fois-ci, à savoir non plus repousser les délinquants mais bien interpeller les fauteurs de troubles. Ils ont dû faire usage de grenades lacrymogènes pour protéger les habitants et leurs biens tant bien que mal, malgré les difficultés d'accès à la crête avec des fortes pentes. Comme les 3 nuits précédentes, la nuit de mercredi à jeudi a aussi eu son lot de dégradation des biens et des habitants au quartier Nyambo à Bandrabois. Une maison a été incendiée et des véhicules ont été détruits et incendiés. Avec l'aide de la police nationale, les gendarmes sont en train d'essayer d'identifier les voyous qui viendraient d'autres villages du département. Formation pour la suite de ce journal avec le premier DAEU des métiers de l'hôpital au CHM. C'est l'Association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier ANFH, un organisme de formation pour la fonction publique hospitalière ainsi que le centre hospitalier de Mayotte qui ont mis en place cette première session de formation diplômante pour permettre au personnel du CHM de rouvrir ses droits aux études universitaires par le diplôme d'accès aux études universitaires. Il s'agit d'un diplôme équivalent au bac destiné aux personnes âgées de moins 20 ans ayant interrompu leurs études depuis au moins 2 ans et pouvant justifier de 2 années d'activité
d'activité professionnelle salariée et en demi-lieu à cotisation à la sécurité sociale. Ce jeudi 9 novembre 2023, c'était la remise des DAEUS dans le secteur des métiers de l'hôpital. 20 diplômés qui vont pouvoir reprendre leurs études. Les diplômés ont fait part de leur satisfaction. Un groupe est en formation jusqu'en avril 2024 et depuis 2021, le CHM a investi 1 million d'euros pour former 500 agents pour un objectif initial de 400. Et comme on dit chez nous, Jishtema. Je vous propose de clôturer cette édition toujours dans la santé avec cette convention pour développer l'accès aux soins. Il s'agit d'une convention signée par l'association Ensemble pour votre santé APVS ainsi que l'ARS pour développer la télémédecine sur l'ensemble de notre île afin de répondre aux besoins grandissants de la population qui peine pourtant à consulter un médecin. Grâce à cette signature, le premier centre de santé orienté télémédecine de France sur le territoire de Mayotte va pouvoir voir le jour. Émeric Blanchin, directeur de PVS, explique que, je cite, « Cela va nous permettre de décliner 6 centres annexes des services de proximité ». Fin de citation. Pour Olivier Braïd, directeur de l'ARS qui a investi 400 000 euros dans ce projet, l'ARS évidemment, je cite, « La population mahoraise a des difficultés à avoir accès à une consultation médicale au regard du trop faible nombre de médecins que l'on a sur le territoire. L'idée c'est d'apporter une réponse rapide. Cette réponse rapide ne peut avoir lieu que par le biais de la téléconsultation. » Fin de citation. La télémédecine permettra aux patients mahorais de consulter un médecin se trouvant en métropole en attendant que notre île parvienne à attirer des médecins. Alors ça se tend au Sénat, ça devient compliqué. Gérald Darmanin a dit qu'il n'était pas du tout favorable à la suppression de l'aide médicale d'État et qu'il souhaitait que l'aide médicale d'État soit présentée, rajoutée dans le texte qui serait présenté aux députés le 23 novembre, je crois. Donc voilà, il est pas en phase avec le travail qui est en train de se faire, donc forcément ça va crisper les sénateurs LR et UDI qui ont amendé le texte. Et de l'autre côté Assemblée nationale, les députés LR ont dit que si il se passait ce que Sacha Houlié avait annoncé, c'est-à-dire un détricotage de ce qu'avaient fait les sénateurs, il n'y aurait pas de vote. Bah écoutez, en tout cas, on voit vraiment comme vous le dites, la situation se tend, mais je pense qu'il y a aussi de la politique politicienne, c'est-à-dire que pour les LR, il y a la volonté aussi de faire monter la mayonnaise, en tout cas par exemple sur la question de l'AME pour aller au plus fort possible. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que derrière, il y a la possibilité aussi de recourir au Conseil d'État, comme ça a été fait par exemple pour la loi retraite. Donc je pense qu'il y a quand même des limites à ne pas atteindre non plus, pour pas que ce soit anticonstitutionnel. Et donc là c'est vraiment la politique politicienne, c'est-à-dire que pour les LR c'est la manière de dire ok, bon, on va présenter des textes même si ça peut paraître anticonstitutionnel, on va faire monter la mayonnaise et au final si ça passe au Conseil d'État, et ben, ils peuvent tout simplement annuler ce type ce type d'événement. Oui. Et c'est sûr qu'avec avec la NUPES et puis avec la gauche macroniste, c'est pratiquement sûr que ça passera au Conseil d'État et que le texte risque très fortement d'être rétréci, tout simplement, d'être vidé de sa substance. À suivre, on va suivre ces épisodes, on va dire ça comme ça. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout chez nous, parce que l'aide médicale d'État, on en a besoin. Donc moi, j'aimerais bien voir en fait la position en fait de nos députés. Les sénateurs là déjà. Mais ça a déjà été amendé, donc là c'est terminé. Donc à moins qu'il y ait autre chose, mais c'est déjà terminé. Donc là, du coup, il faut regarder du côté de l'Assemblée nationale et voir un peu ce que nos députés, Estelle Youssoupha et Mansour Kamardine vont faire. Tant on en a besoin, puisqu'hier on en a parlé par rapport au CHM. Donc moi, c'est plutôt ça qui m'intéresse. Pardon, je regarde de Mayotte. Après, pour le reste, c'est une clé de lecture qui est fort utile. En tout cas, du côté de l'Assemblée, Estelle va apporter à peu près une trentaine d'amendements. Donc, il me semblait que Tani en avait mis 5. Voilà, 5. Oui. Voilà, donc Estelle, on a amené une trentaine et puis on va voir comment ça va se passer. Mais si ça passe, comme on dit, au Conseil d'État et que c'est vidé
sa substance, ça va être vraiment touchy. Et pour information, le projet de loi de finances a été adopté 149.3. C'est important de le dire, puisque en fait, quand on voit le processus, vous avez une motion de censure qui a été déposée par la France Insoumise. Elle a été majoritairement rejetée par l'ensemble des parlementaires, puisqu'ils n'ont obtenu, je crois, que 167 voix, quelque chose comme ça. Ce qui veut dire que le projet de loi de finances a été adopté 149.3, ce qui veut dire, et c'est important, que tous les amendements votés partent au Sénat. Le gouvernement ne peut pas faire le ménage dans les amendements. Ce qui veut dire que les millions qui ont été votés en plus sur la mission Outre-mer partent au Sénat. On va voir sur maintenant pour les sénateurs ultramarins, voir est-ce qu'ils vont avoir l'intelligence comme il y en a eu à l'Assemblée nationale. Exactement. Où il y a eu une unité parmi quelles que soient les couleurs politiques pour faire avancer les Outre-mer. Donc là, c'est quand même une bonne nouvelle. C'est quand même une bonne nouvelle pour nous. Alors après, effectivement, dans la presse, si vous regardez, les parlementaires métropolitains se félicitent de l'adoption du budget 149.3. Le 49.3, effectivement, nous, ce qui nous intéresse finalement dans cette logique-là, c'est plus le fait que les amendements qui ont été votés, dont celui d'Estelle Youssoufa, sont validés en fait et sont retenus et partent au Sénat dans l'espoir que nos sénateurs pourront se saisir de ces amendements pour les réinscrire et les faire voter. Vous voyez, dans le même sens. On verra ce que le travail parlementaire des sénateurs ultramarins va donner. D'ailleurs, j'en profite pour dire que la délégation Outre-mer au Sénat a été élue hier. Nos 2 sénateurs, Tani et S2O, en font partie. C'est une bonne chose. Voilà, ce qui va leur permettre de travailler sur les dossiers, puisque la délégation, en tout cas dans le précédent mandat, la délégation à l'Outre-mer était très active et travaillait beaucoup. Donc on va voir cette fois si ça continue. Il y a énormément de sujets, en tout cas, à apporter, notamment la vie chère, les prix des billets aériens, le prix des transports maritimes, etc. Donc ils auront quand même le droit de regard et la possibilité de faire des enquêtes sur ces sujets-là. Donc il y a vraiment des sujets qui sont vraiment impérieux sur la question des Outre-mer en général. Et puis les rapports du Sénat sont en règle générale regardés et inspirent ensuite ceux qui sont... Sinon ça servira à rien. Oui, mais enfin il y a des rapports qui sont faits par des gens éminents et tout le monde s'en fiche. C'est vrai. O-News Radio sur outremernews.fr.